Merci Jean-Philippe. Bonjour à tous, bonjour à Dunkerque, et puis bonjour aux internautes qui nous écoutent un petit peu de partout. Et je suis très heureux d'être parmi vous et d'être parmi vous par les ondes, mais d'être parmi vous quand même de tout cœur. Donc, mon histoire de en soins de support, je la dois beaucoup à Jean-Philippe parce que c'était le premier oncologue qui m'a dit, mais pourquoi tu travailles pas avec nous? Et une phrase comme ça, je ne l'ai pas laissée partir pour rien. Immédiatement, j'ai agi et quelques mois après, je travaillais avec Jean-Philippe dans le même centre anticancéreux que lui à Strasbourg. Et nous avons commencé l'aventure en 2003. Moi, je venais de finir ma formation universitaire en soins de support en cancérologie. Et donc, ça a été une grande aventure qu'on a lancée, une des premières aventures françaises de soins de support en cancérologie. Évidemment, moi, je suis de formation homéopathe et acupuncteur, donc j'ai surtout pratiqué l'homéopathie auprès des patients. Mais aujourd'hui, on se rend compte que on se dirige davantage vers une oncologie intégrative où on peut effectivement utiliser de nombreuses techniques, et nous allons les voir, pour apporter un soutien aux patients, parce que c'est bien du patient dont il s'agit et dont on va parler pendant ce temps que nous allons avoir ensemble. Alors, la traditionnelle première diapositive, si elle veut bien passer. Ah, je ne passe pas, ma diapositive ne passe pas. C'est le même problème que tout à l'heure, il faut que tu prennes ta souris, que tu cliques sur la diapositive. Voilà. Donc la première diapositive, c'est mes liens d'intérêt. Je suis en lien d'intérêt avec les 3 laboratoires homéopathiques français puisqu'ils m'ont demandé l'année dernière de les représenter auprès de la HAS pour défendre les intérêts de l'industrie pharmaceutique homéopathique par rapport au risque de déremboursement. Donc j'ai dû représenter les 3 laboratoires l'année dernière au niveau de la HAS. Je voulais commencer par cette étude Vican 5 qui est quand même très intéressante puisqu'elle représente la qualité de vie des patients atteints de cancer 5 ans après les traitements. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Souvent, pour nous médecins, on s'intéresse surtout à savoir s'ils sont encore en vie, s'ils n'ont pas rechuté, c'est important bien sûr, mais eux, comment se sentent-ils? Comment vont-ils? Et là, on se rend compte que plus de la moitié des patients ont encore des grands problèmes de santé et plus de la moitié se déclarent encore limité physiquement, perturbé, socialement aussi. Et je trouve que ça, il faut vraiment qu'on arrive à faire quelque chose et à faire diminuer ces chiffres parce que ce n'est pas normal que 5 ans après un traitement d'un cancer, les patients soient aussi altérés. Et donc, il en va de notre responsabilité de soignants de faire tout, mettre tout en œuvre pour, c'est vrai, soigner les effets secondaires précoces, mais penser aussi aux effets secondaires tardifs. Parce que la santé, comme nous dit l'OMS, ce n'est pas uniquement une absence de maladie, c'est aussi une sensation de bien-être. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on va bien? Tous les jours, on demande ça aux gens qu'on rencontre, comment tu vas, etc. Eh bien, c'est de ça dont on va parler pour qu'on n'ait plus jamais ce genre de problème. Et pour cela, il faut vraiment s'occuper du patient, le mettre au centre de nos préoccupations, au centre des traitements. Et c'est ce que nous allons essayer de voir tout à l'heure. Parce que cette prise en charge personnalisée, ce patient dont on va s'occuper, c'est finalement un concept et un paradigme nouveau dans la médecine. Jusqu'à présent, c'est vrai, on essayait de soigner une maladie, c'était déjà beaucoup. Soigner un cancer, c'est même énorme, c'est formidable. Mais si on peut en plus soigner un patient qui a un cancer, c'est encore mieux. Et c'est ce que tout le monde, tous les soignants, que ce soit la médecine conventionnelle ou la médecine complémentaire, nous sommes tous dans cette direction parce que c'est la direction du patient, c'est celle-là qu'il faut mener. Et donc, l'idée, c'est de travailler en synergie avec l'oncologie conventionnelle, que ce soit avec l'homéopathie, l'acupuncture qui représente des systèmes de soins, c'est-à-dire des thérapeutiques médicales, mais aussi à travers la nutrition, l'activité physique, les produits naturels, les thérapies du corps et de l'esprit qui se développent de plus en plus actuellement. Et tout ça, on rentre dans ce qu'on appelle l'oncologie intégrative. Et le patient, vous voyez, j'aime beaucoup cette image parce qu'il est vraiment au centre il est dans les mains des soignants. Je trouve que c'est magnifique. Pas entre les mains, dans les mains. Alors, c'est ça la médecine intégrative, c'est cette jonction entre le meilleur des médecines conventionnelles, le meilleur des médecines complémentaires. On associe les deux pour le patient. Le patient se trouve au centre des préoccupations de ces deux types de médecine et on essaie de prendre, comme disent les Anglais, le meilleur des deux au service du patient. Et il y a un troisième élément qu'on va de plus en plus maintenant développer,
c'est ce fameux prendre soin, ce que les anglo-saxons appellent le self-care, parce que c'est ce que le patient fait pour lui-même, pour essayer de s'en sortir. Et tout ce que le patient fait pour lui-même, eh bien, si on l'intègre aux deux premières, on arrive vraiment à un cœur de cible que j'appellerais l'oncologie intégrative, qui est à la fois, c'est vrai, l'oncologie conventionnelle, les médecines complémentaires, mais aussi, bien sûr, le patient et tout ce que le patient fait déjà, aime déjà faire, tout ce qu'il veut mettre en œuvre pour essayer de s'en sortir le mieux possible. Donc, vous voyez, je crois que dans l'oncologie, la cancérologie intégrative, on va au-delà, je dirais, du simple intégratif, médecine conventionnelle, médecine complémentaire, voilà, c'est les médecins qui gèrent tout. Non, 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 non. On va accompagner le patient dans sa démarche de guérison, dans sa démarche de prendre soin de lui. Chaque patient étant différent en fonction du patient. Donc, ce chemin, on va le faire avec lui en fonction de ses croyances, en fonction de ses pensées, en fonction de ce qu'il est. Et on va essayer de l'adapter. Je vais commencer par vous parler bien sûr surtout de l'homéopathie, puisque c'est le sujet de la conférence, et je vais vous expliquer pourquoi j'utilise beaucoup l'homéopathie en oncologie. Donc, on va voir ça un petit peu ensemble, comment ça se passe. Mais tout d'abord, on vous a souvent demandé, mais qu'est-ce que c'est l'homéopathie? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle définition tu mets à l'homéopathie? Mais qu'est-ce que c'est finalement? Eh bien, rappelez-vous simplement de ce qui signifie le mot homéopathie. Dans homéopathie, il y a homéos et il y a pathos. Pathos, on le connaît tous, on sait tous ce que ça veut dire. Pathos, c'est la pathologie, c'est la souffrance. Et homéos. Homéos, ça veut dire, en grec, la même chose, la semblable souffrance. Donc l'homéopathie, c'est la thérapie par les semblables. Et c'est là qu'on rentre dans un paradigme complètement nouveau, puisque jusqu'à présent, on a appris en médecine à traiter par les anti-inflammatoires, les antimitotiques, les antipyrétiques, les antidépresseurs. On traite toujours en essayant d'apporter une molécule qui va contrer la pathologie pour essayer de la guérir. Les antibiotiques, etc. Dans l'homéopathie, c'est totalement différent. On traite par les semblables. C'est ce qu'on appelle le principe de similitude. Donc, on est dans une dynamique totalement autre que je vais essayer de vous montrer, parce que c'est important de bien le comprendre. Donc, l'homéopathie est basée sur trois principes. Celui de la similitude, celui de l'individualisation et celui de l'infinitésimalité. On va voir le premier, la similitude, traitée par les semblables. Alors, ces deux énergumènes, ces deux espèces vivantes, se ressemblent beaucoup, et pourtant, ils ne sont pas identiques, ils sont un petit peu semblables. Eh bien, nous allons illustrer ça en cancérologie, la thérapie des semblables, c'est-à-dire soigner en utilisant quelque chose qui pourrait donner la même maladie si on le donnait à dose toxique, on va le donner à dose infinie. Je vous donne un exemple, vous allez vite le comprendre. Le serpent à sonnette, le crotal, lorsqu'il mord quelqu'un, il va provoquer des problèmes de santé graves qui vont être exactement semblables à ceux provoqués par certaines chimiothérapies, comme par exemple la gemcitabine, c'est-à-dire une thrombopénie. Eh bien, en cancérologie, parce qu'un patient a une thrombopénie, on est bien embêté parce qu'il n'y a pas de traitement pour l'instant spécifique pour la thrombopénie en médecine conventionnelle. Donc, on repousse la chimiothérapie, et repousser une chimiothérapie, c'est souvent une perte de chance pour le patient. Eh bien, que va faire le médecin homéopathe en soins de support? Il va utiliser du venin de serpent, du Crotalus horridus, en dilution homéopathique, c'est-à-dire qu'on est sur des dilutions qui ne sont plus toxiques, une dilution infinitésimale, et on va le donner au patient pour dire à l'organisme, attention, c'est comme si tu avais été mordu par un crotal. Et ça va donner l'information à l'organisme qui va immédiatement réagir en se disant, attention, je suis mordu par un crotal, il faut vraiment que je réagisse et que je fabrique des plaquettes plus rapidement. Et l'organisme va être stimulé dans sa fabrication de plaquettes. Alors c'est facile, c'est intéressant parce que c'est facile à mesurer puisque la variation des plaquettes peut se faire en quelques heures, en quelques jours, les plaquettes peuvent descendre ou monter. Et dans mon expérience, le fait de donner Crotalus fait remonter les plaquettes vraiment très rapidement et a souvent permis de reprendre la chimiothérapie au bout de 24 ou 48 heures. Donc c'est vraiment très intéressant ce principe de similitude. Alors on peut l'illustrer avec d'autres produits. Par exemple, si vous faites une grosse gastro-entérite, eh bien, vous allez vomir, avoir des diarrhées, vous sentir faible, avoir envie de mourir.
c'est exactement les mêmes symptômes que si vous aviez fait une intoxication aiguë à l'arsenic. Eh bien, en homéopathie, si vous venez avec un syndrome de gastro-entérite et que si vous avez exactement les symptômes que je viens de vous décrire, on vous prescrira de l'arsenic à dose homéopathique, évidemment, pour stimuler l'organisme, pour qu'il réagisse et se sorte un petit peu de cet état de gastro-entérite. Donc ça, c'est ce principe de similitude. On va utiliser des médicaments qui donneraient à dose toxique les mêmes symptômes que ceux que présente le patient. L'individualisation, c'est ce qui fait, je dirais, la particularité encore plus de l'homéopathie. Parce qu'on va essayer de trouver le traitement qui convient exactement au patient. Vous avez tous des cadenas à vélo à la maison et vous avez tous des clés qui traînent dans un tiroir et puis il faut toujours trouver la clé qui rentre dans le cadenas et il n'y a que la bonne qui va ouvrir le cadenas, même si toutes les clés se ressemblent. Et on voit sur cette illustration le médecin qui se gratte le menton et malheureusement en homéopathie, on se gratte souvent le menton parce qu'on ne trouve pas toujours la bonne clé. Et on peut avoir des clés qui se ressemblent, mais pas forcément la clé exacte qui est la clé de la guérison du patient. C'est aussi pour ça que l'homéopathie est difficile, parce qu'il faut trouver vraiment le médicament qui correspond exactement au patient. Si on ne le trouve pas, ça ne fonctionne pas. Alors, ça ne veut pas dire que c'est l'homéopathie qui ne fonctionne pas, ça veut dire simplement que c'est l'homéopathe qui n'a pas trouvé le bon traitement. Donc, c'est compliqué, puisque ça signifie aussi que pour un même symptôme, on ne pourra pas nécessairement donner le même médicament. Et c'est pour ça qu'il y a peu d'indications thérapeutiques tout à fait systématiques et qui marchent dans tous les cas en homéopathie, parce que, et ça dépend du patient. Donc le médecin est à chaque fois obligé d'individualiser le traitement s'il veut que le traitement fonctionne. C'est pour ça que toutes les recettes en homéopathie ne sont pas très efficaces. Ce qui est plus efficace, c'est effectivement d'individualiser le traitement. Comment le patient réagit face à maladie. Si vous vous occupez de patients en cours de chimiothérapie, vous êtes tous d'accord pour voir que chacun réagit différemment à ses nausées. Il y en a qui vont avoir des nausées déjà à la maison, avant rien que de penser à la chimio. Il y en a qui auront des nausées avec les odeurs. Il y aura qui auront des nausées en ayant vraiment la digestion coupée. D'autres qui, au contraire, auront besoin de manger beaucoup pour avoir moins de nausées. On est tous différents. Et c'est en fonction de ces différences qu'on va essayer de trouver le médicament qui correspond au patient. Et c'est ça qui, moi, me passionne dans l'homéopathie, c'est que chaque patient est une nouvelle histoire, est une histoire unique. Et cet accompagnement qu'on va faire auprès de ces patients, eh bien, ce sera quelque chose, justement, une rencontre qui sera forcément et nécessairement, si on veut avoir de bons résultats thérapeutiques, qui sera individuelle et proche. Enfin, le troisième point, la finitésimalité. Alors ce point-là, c'est celui souvent qu'on nous reproche. En homéopathie, on nous dit il n'y a rien dedans, il n'y a que du sucre. Alors effectivement, je rassure les détracteurs de l'homéopathie, ils ont raison, il n'y a que du sucre, mais pas que. Il y a aussi l'information homéopathique. L'homéopathie est une thérapeutique informationnelle. On vient informer l'organisme qu'il a été mordu par un crotal, comme s'il avait été mordu par un crotal. On vient informer l'organisme qu'il réagit avec sa gastro-entérite à cause d'un rotavirus, comme s'il avait eu une intoxication à l'arsenic. L'homéopathie est une thérapie informationnelle. Et pour informer un organisme, inutile de lui crier dessus. Si moi je vous parle doucement, ou si je vous parle fort, eh bien, vous comprenez quand même ce que je dis. Donc, il n'y a pas besoin de donner des fortes doses. Et le grand avantage de ne pas donner de fortes doses, c'est qu'il n'y a pas de toxicité. L'autre avantage en cancérologie, c'est pour ça que Jean-Philippe m'aime bien et que tous les oncologues, en principe, m'aiment bien également, c'est qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. L'homéopathie ne modifie pas du tout le fonctionnement des cytochromes hépatiques. Donc, il n'y a pas de risque d'interaction avec les traitements princeps de la cancérologie. Or, c'est très important, on vous a dit ce matin, on vous a parlé des thérapies ciblées. Les thérapies ciblées ont vraiment un index de thérapeutique très, très faible. Et si on perturbe cette thérapeutique, eh bien, l'action va diminuer énormément de ces thérapies et le risque d'échec est présent. Donc, il ne faut pas perturber les traitements du cancer et l'homéopathie, pour ça, est intéressante à ce titre. Dans le monde, et en France, on va commencer par en France, plus de la moitié des patients utilisent de l'homéopathie. Et il y a 30 000 médecins à peu près en France qui en prescrivent. Et il y a à peu près 3 000 médecins spécialisés en homéopathie. Ça représente 400 millions d'utilisateurs au monde. À ce propos, est-ce que vous savez de quel est le pays où il y a le plus de médecins homéopathes dans le monde? Donc, les gens qui réfléchissent, eh bien, ce n'est pas du tout un pays européen, ce n'est pas du tout un pays américain,
En Inde. Oui, En Inde. c'est l'Inde. Bravo Jean-Philippe. Alors, la question qu'on s'est posée à Strasbourg très précocement, des années 2005, c'était qu'est-ce qu'il en était en cancérologie? Est-ce que les patients atteints de cancer utilisaient l'homéopathie? Et donc, dès 2005, on a fait une première étude, et cette étude, on l'a refaite ensuite par après, il y a 3 ans. Et on a fait une étude qui a donné lieu à une thèse de médecine sur la prévalence de l'utilisation de médecine complémentaire par les patients atteints de cancer. Et on a fait cette étude dans 4 centres anticancéreux de Strasbourg différents, auprès de 535 patients. Donc c'est une grosse étude. Et on a pu dégager et savoir combien de patients utilisaient l'homéopathie pendant les traitements du cancer. Et ce chiffre est tout à fait intéressant puisqu'on est à 31%. 31%, à Strasbourg en tout cas, 31% des patients utilisent de l'homéopathie pendant les traitements du cancer. 50% des patients, un patient sur deux, utilisent des médecines complémentaires d'une façon générale. Et en valeur absolue, c'est 31% de patients qui utilisent le traitement du cancer. Donc, comparativement à l'étude qu'on avait faite en 2005, l'étude de Laurent Simon, qui a été faite à Strasbourg, on était à 17% en 2005. Aujourd'hui, on est toujours dans la même ville et dans les mêmes centres anticancéreux, on est à 31%. Vous voyez qu'il y a une progression régulière qui se fait selon les études qui ont été faites à Paris. Macario, en 2010, c'était une étude parisienne. Donc, je ne sais pas comment cette courbe va continuer avec le déremboursement de l'homéopathie, car malheureusement, l'homéopathie ne sera plus remboursée l'année prochaine. Nous verrons. Nous verrons. J'ose espérer que ça ne va pas trop impacter. J'ose espérer aussi que les mutuelles suivront les patients et continueront de rembourser l'homéopathie. Alors, on s'est posé la question dans cette étude, quelle était la médecine complémentaire la plus utilisée par ces patients? Donc, évidemment, vous l'avez vu, c'est l'homéopathie à 65%, je crois. Et les autres thérapies complémentaires, vous voyez, sont loin derrière. L'acupuncture n'est qu'à 16%, les thérapies comme la sophrologie, le yoga à 12%, l'ostéopathie, on est presque à 10%, la psychothérapie 8%. Donc vraiment, l'homéopathie est loin, loin devant. Je pense que c'est aussi parce que c'est assez pratique d'accès, c'est assez facile d'acheter un tube d'homéopathie, c'est pas toujours aussi facile d'avoir accès à un cours de yoga ou une séance d'ostéopathie. Ces choses-là vont évoluer. Je pense que grâce au développement de l'oncologie intégrative, les autres techniques vont pouvoir se développer davantage. En tout cas, pour l'instant, en France, loin devant l'homéopathie pour tout ce qui est des médecines complémentaires en cancérologie. Alors, on a aussi, bien sûr, demandé aux patients, est-ce que ça vous sert à quelque chose? Est-ce que vous êtes satisfait de ce traitement homéopathique? Parce que finalement, c'est bien gentil de dire que l'homéopathie, c'est bien, mais qu'en pensent les patients? C'est quand même eux, on l'a dit depuis le début de cet entretien, qui sont au cœur de notre préoccupation. Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent? Là, on arrive à un taux de satisfaction de 98%. C'est important. Donc, visiblement, les patients sont satisfaits des traitements homéopathiques en soins de support de leur cancer. Alors, on s'est intéressé après aux différents symptômes. On s'est dit, mais finalement, ça c'est la satisfaction globale, mais est-ce qu'il y a des symptômes sur lesquels l'homéopathie est plus efficace que d'autres? Parce que oui, c'est souvent ce que nous demandent les collègues oncologues. Ils nous disent, mais quels sont les patients que tu veux qu'on t'envoie? Où est-ce que tu es bon, quoi, finalement, dans quel domaine tu es bon? Alors moi, je leur réponds toujours que je leur propose surtout d'envoyer des patients dans les situations pour lesquelles eux, ils n'ont pas de réponse immédiate. Les pathologies sur lesquelles ils n'ont pas de médicaments adaptés. Ça, c'est déjà une bonne indication. Mais voyons sur la diapo suivante exactement les meilleures indications. Eh bien, vous avez un pourcentage de satisfaction à gauche en pourcentage et avec tout en bas les pathologies, les symptômes. Vous voyez que le symptôme qui est le plus amélioré par l'homéopathie, c'est la fatigue. Et ça tombe bien puisque dans notre étude, nous avons vu que la fatigue était le symptôme numéro 1 que présentaient les patients pendant les traitements du cancer. Il y a 92% d'amélioration du symptôme fatigue par les traitements homéopathiques. Et là où on a été surpris, c'était pour la douleur, parce que nous pensions vraiment que la douleur, ce n'était pas notre domaine, c'était le domaine de l'oncologue, en utilisant des médicaments des morphiniques ou des choses plus équivalentes, donc des douleurs des paliers 1, 2 ou 3. Et on s'est rendu compte finalement que les patients se tournaient volontiers sur l'homéopathie, à la fois pour éventuellement remplacer les paliers 1, mais aussi pour accompagner les médicaments de palier 2 ou palier 3, de façon à diminuer les quantités prises, de façon à diminuer aussi les effets secondaires.
Et donc, on s'est rendu compte que finalement, la douleur a été un symptôme pour lequel l'homéopathie a été beaucoup plébiscitée. Et ça, pour nous, médecins homéopathes, ça nous apporte vraiment beaucoup d'informations. Les nausées, oui, on arrive en troisième position avec 91% de satisfaction. Donc, c'est vraiment aussi un point utile, intéressant. Deux symptômes pour lesquels on n'a pas beaucoup de traitement en oncologie, parce que c'est toujours délicat de mettre un patient sous antidépresseur, parce que c'est de nouveau prendre un médicament. Les patients ne sont pas forcément demandeurs d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs. Ils ont déjà assez de médicaments à prendre pour le plus souvent. Eh bien, l'anxiété et la tristesse, qui sont des symptômes fréquents, ont été aussi améliorés par le traitement homéopathique. On arrive également sur des symptômes comme la diarrhée, l'insomnie qui est on va en parler par après parce que c'est un symptôme très, très important, la sécheresse buccale aussi, et les problèmes de peau, tous les problèmes de peau. On arrive bien sûr sur les fourmillements, c'est-à-dire les neuropathies périphériques chimio-induites, les fourmillements qui sont vraiment une préoccupation pour tous les soignants, tous les oncologues sont préoccupés par les fourmillements car on essaye d'éviter au maximum ce symptôme puisque dans certains cas, ça devient irréversible et là, c'est très invalidant pour le patient. Donc, on essaie vraiment aujourd'hui de prévenir ces fourmillements. Si on peut apporter une aide avec l'homéopathie, on est très content. Une bouffée de chaleur. Et alors, on voit sur la droite, en rouge, les symptômes pour lesquels l'homéopathie n'a pas été très efficace. La perte des cheveux, bah, ça c'est logique. Hein. Je ne vois pas comment 3 granules d'homéopathie pourraient empêcher les cheveux de tomber lorsqu'il y a une chimiothérapie qui est alopéciente. C'est un effet de la chimiothérapie. L'homéopathie ne peut pas empêcher la chimiothérapie d'agir. La prise de poids, la baisse de libido, alors ça, ce sont des symptômes qui sont très très compliqués à prendre en charge, que ce soit la prise de poids ou la perte de poids, c'est des sujets vraiment très compliqués où on ne pourra y arriver que par l'intervention multidisciplinaire. C'est pas un médecin qui va régler un problème de poids ou qui va régler un problème de libido. Il faut vraiment être plusieurs soignants pour apporter à chaque patient l'ensemble de nos connaissances et de notre soutien. Les baisses de la libido sont évidemment très, très, très difficiles. Alors, chez l'homme, avec les homologues de LHRH dans le cancer de la prostate, c'est compliqué. Chez les femmes, avec certaines hormonothérapie, c'est compliqué aussi. On peut améliorer ce symptôme. Réellement, on peut améliorer ce symptôme, pas avec 3 granules, mais avec une prise en charge globale. Et ça, c'est vraiment ce dont on parle aujourd'hui, hein, cette prise en charge globale qui est indispensable, sinon on n'y arrivera pas. Alors, les travaux, les recherches scientifiques avancent beaucoup en homéopathie. On essaie de faire de plus en plus d'études pour essayer de comprendre à la fois le fonctionnement de l'homéopathie, mais aussi l'action de l'homéopathie en cancérologie. Ce que j'aimerais vous présenter, c'est l'étude justement que j'ai présentée à la HAS l'année dernière. C'est l'étude du professeur Frass. Frass est un professeur donc, de médecine interne qui est chef de service à l'hôpital de Vienne en Autriche et qui a dans son département, qui est un département d'oncologie. Et il a fait une étude en double aveugle avec 373 patients, la moitié traitée par homéopathie, l'autre moitié traitée par placebo. Et ils ont comparé les deux groupes. Et ils ont comparé les deux groupes pour vérifier l'efficacité de ce traitement homéopathique, qui était un traitement homéopathique individualisé. Ce n'est pas une recette qu'on donnait à tout le monde la même chose, c'était en fonction des symptômes des patients. Les deux groupes étaient identiques, avaient les mêmes types de pathologies et étaient appariés. Et donc, on a observé un gain significatif de qualité de vie dans le groupe traité par homéopathie avec un petit P significatif. Mais on a trouvé des petits P significatifs dans d'autres symptômes, comme la fatigue, les troubles cognitifs, les troubles d'adaptation sociale, les troubles émotionnels, la douleur, la dyspnée et l'appétit. Donc, un petit peu, on retrouve un petit peu les mêmes symptômes pour lesquels on avait de bons résultats avec dans l'étude strasbourgeoise. Cette étude, en revanche, c'est une étude qui a été faite tout à fait bien réglée dans le milieu universitaire, et donc qui est une étude qui est assez intéressante en termes qui en tout cas pourrait être intéressant à reproduire dans d'autres centres anticancéreux pour vérifier les résultats. Y a-t-il un risque d'utiliser l'homéopathie en cancérologie? Ça, c'est vraiment la question première qu'il faut se poser. Quels sont les risques?
quels sont les risques d'utiliser l'homéopathie. À mon sens, il y a deux écueils principaux et auxquels il faut être très, très, très vigilant. Alors, la première réponse, c'est bien sûr non, il n'y a pas de risque. Et ça, les méta-analyses l'ont montré. Il y en a une, celle de Kassab, qui a été faite en 2009, qui a repris toutes les études universitaires d'utilisation de l'homéopathie en cancérologie, qui a montré qu'il n'y avait aucune interaction médicamenteuse. À Paris, à l'Eurocancer, l'homéopathie a été classée dans les médecines complémentaires sans effet délétère retrouvé. Donc, on sait que l'utilisation de l'homéopathie n'est pas dangereuse, mais pourtant, il y a quand même un risque. Ce risque, c'est celui du surinvestissement de l'homéopathie. C'est-à-dire que le risque, ce serait que vous ayez une relation thérapeutique très forte avec le patient et que le patient vous investisse finalement de pouvoirs que vous n'avez pas. C'est-à-dire de celui, par exemple, de guérir le cancer. L'homéopathie n'est pas du tout un traitement du cancer. Alors, il y a certains homéopathes qui disent le contraire, notamment en Inde, ils utilisent l'homéopathie pour soigner les cancers et à chaque congrès mondial d'homéopathie, ils nous présentent le cas qu'ils ont réussi à guérir, mais combien sont morts? Donc, il n'est pas question d'utiliser une thérapie qui va soigner 1% des gens. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu une fois de temps en temps un patient qui a guéri qu'on peut dire que l'homéopathie est un traitement du cancer. Donc, attention à cela. Il faut être bien conscient que l'homéopathie n'est pas un traitement du cancer. L'homéopathie, je pense, peut potentialiser l'état général, améliorer l'état global de santé du patient. Et un patient, on le sait, qui est en bonne santé, supportera mieux les traitements de son cancer et donc va mieux réagir au traitement du cancer. Et donc, on peut espérer, et ça, je pense un jour, on pourra le montrer, que comme l'activité physique, l'homéopathie améliore les résultats thérapeutiques de la chimiothérapie. Donc ça, c'est quelque chose que peut-être on pourra montrer, mais l'homéopathie n'est pas un traitement du cancer. Donc il faut être très clair avec les patients. Attention, parce que c'est vrai qu'une patiente un jour est venue me voir en me disant « Docteur Bagot, vous m'avez guéri mon asthme, vous m'avez guéri mon eczéma, maintenant j'ai un cancer du sein, vous allez me traiter. » Et je lui ai dit « Non, c'est le chirurgien qui va vous traiter, il va vous opérer. » Et elle m'a répondu « Docteur Bagot, vous me décevez. » Oui, j'étais désolé de la décevoir, mais le traitement d'un cancer du sein, quand il fait 1 centimètre, c'est quand même mieux d'aller voir un chirurgien que de prendre des granules. Attention au risque de perte de chance. Ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Et c'est bien pour ça qu'il faut vraiment être très, très vigilant quand on utilise l'homéopathie, parce que l'homéopathie agit bien sur les symptômes, mais un symptôme peut masquer une maladie profonde. Donc, si vous soulagez une douleur et que derrière, il y a un problème grave qui est sous-jacent, attention. Donc, toujours être vigilant, toujours poser un diagnostic. L'homéopathie est une thérapeutique médicale, justement, parce qu'un diagnostic doit être posé. Donc, on vous a parlé sans doute ce matin de l'immunothérapie. Un patient en immunothérapie qui déclenche une maladie auto-immune, c'est pas du domaine de l'homéopathie. C'est tout de suite l'adresser à l'oncologue pour qu'il mette une corticothérapie en place. Donc, attention à ce qu'on fait. Attention au risque de perte de chance des patients. On soigne des patients qui sont fragiles, qui sont à risque, donc ne leur faisons pas prendre de risques. Belladonna, ça marche très très bien sur la fièvre, mais 39 de fièvre avec 500 neutrophiles, les antibiotiques sont indiqués. Donc on peut associer votre Belladonna aux antibiotiques, et toujours penser quand même au traitement de la maladie. Attention, soyons prudents. Donc attention au risque de chance. Si vous évitez ces deux écueils, il n'y a pas de risque d'utiliser l'homéopathie en cancérologie. Alors en France, ça s'est heureusement de plus en plus développé. Nous, quand on a commencé, Jean-Philippe et moi, en 2003, 2004, nous étions parmi les tout premiers. Et aujourd'hui, il y a une quinzaine de centres anticancéreux qui proposent une consultation homéopathique en France. Et de plus en plus d'oncologues s'intéressent à l'homéopathie, comme Jean-Philippe qui a suivi les cours du diplôme universitaire d'homéopathie de Strasbourg. Et il y a d'autres oncologues qui ont fait des formations d'homéopathie, et puis aussi des médecins homéopathes qui ont fait des formations universitaires en cancérologie. Donc, c'est toujours de nouveau cette notion d'intégratif, c'est-à-dire dans un même cours, on a des oncologues qui vont apporter leur vision oncologique de la situation, les réflexes oncologiques à acquérir et à avoir, et de l'autre, on va avoir des médecins homéopathes qui vont apporter leur vision globale du patient. Et les deux ensemble, ça donne souvent de très très bons résultats. Donc, nous avons décidé il y a 4 ans de créer une société savante, la CISO, de façon à regrouper à la fois les oncologues et les homéopathes intéressés par la cancérologie
de façon à ce qu'on puisse développer nos connaissances, développer l'enseignement, développer la recherche dans l'oncologie intégrative homéopathique. Et cette société savante maintenant existe depuis 4 ans et nous sommes une centaine de membres et c'est avec pas mal de membres aussi de l'étranger. Et c'est assez intéressant et c'est assez riche de se retrouver, de se rencontrer, de pouvoir partager tous notre expérience thérapeutique, notre expérience en termes de résultats thérapeutiques, parce que l'homéopathie est avant tout une médecine de l'expérience. Et ce partage d'expérience est vraiment très, très important. À la CISO, notre premier travail a été, il y a 3 ans, d'essayer de mettre en place des recommandations, des guidelines, d'homéopathie en soins de support en cancérologie. Alors ça c'était une belle aventure, puisqu'on a essayé de suivre le programme de recommandations que proposait la HAS, et on a essayé effectivement tous ensemble de se mettre d'accord sur un certain nombre de recommandations. Ce n'est pas simple, parce que vous l'avez compris, l'homéopathie est une médecine individualisée. Seulement pour certains symptômes qu'on rencontre en cancérologie, le symptôme est plus fort finalement que l'individualisation, la réaction propre du patient. Donc parfois, dans certaines situations, il y a des médicaments qu'on peut donner à tous les patients. Nous allons en voir quelques-uns. Si vous voulez en savoir plus, ces guidelines sont à votre disposition en ligne. Il suffit de taper sur CISO, vous tombez sur le site et vous allez sur la rubrique recommandations et vous les avez en français, en anglais et en espagnol. En cancérologie, on s'est beaucoup intéressé à tout ce qui était autour de l'annonce, c'est-à-dire tout ce qui accompagne l'annonce du cancer. L'annonce du cancer est un moment difficile et qu'il faut savoir accompagner de façon à, d'une part, éviter des souffrances inutiles aux patients, mais aussi éviter que le système immunitaire du patient se casse la figure et éviter qu'il fasse des psychosomatisations de cette annonce du cancer. Donc l'homéopathie a vraiment toute sa place au moment de l'annonce, notamment pour permettre un temps de parole et d'écoute supplémentaire chez le patient. Notamment aussi pour dépister les patients qui sont en train de nous dire « Ah non, non, mais moi je veux pas être traité, je veux pas prendre des produits chimiques, je veux pas faire de chimio, etc. » Donc, réexpliquer aux patients leur pathologie, réexpliquer aux patients les traitements qu'ils vont avoir, réexpliquer aux patients qu'on va les accompagner, qu'on sera avec eux, qu'ils peuvent compter sur nous, c'est vraiment un temps très, très important. Et c'est surtout aussi un temps d'écoute supplémentaire, un temps d'écoute qui est vraiment important pour les patients. Et alors, on est confronté à des questions qui sont quand même importantes et qui sont compliquées. Hein. Donc, c'est des questions que vous avez sans doute déjà entendues. Hein. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ou d'autres questions, combien de temps me reste-t-il? Ces questions sont difficiles. Je vous propose une chose quand vous êtes confronté à une question comme cela. En tout cas, c'est comme ça que moi je fais. Après, chacun le fait selon son ressenti, mais j'essaye de reformuler la question. Un patient qui me dit pourquoi moi, c'est qu'il a quelque chose d'autre à me dire. Et donc, je vais lui répondre, mais pourquoi vous? Et j'attends. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que vous avez fait de mal? Et j'attends. Et il va me le dire, il va me sortir sa balda, il va me sortir ce qu'il a en travers de la gorge. Combien de temps me reste-t-il? La dernière fois qu'un patient m'a dit ça, c'était un glioblastome. Il était en chimiothérapie palliative et il me pose la question, combien de temps me reste-t-il? Il est en progression tumorale. Dans ma tête, je savais que c'était près de 2 mois, 3 mois d'espérance de vie. Et je lui ai répondu, combien de temps vous reste-t-il? Et il me dit, oui, combien de temps de chimio j'ai encore à faire parce qu'on aimerait partir en vacances avec ma femme. Donc vous voyez l'importance qu'il y ait une compréhension bien des choses pour éviter qu'on ne soit pas en phase. Et cette histoire de temps, quand est-ce que je vais mourir, docteur, c'est une question qu'on va souvent vous poser et à laquelle, bien entendu, il ne faut pas répondre, même si on le sait, et surtout si on le sait, et souvent on ne le sait pas, parce que d'ailleurs on a des surprises, on a des patients, Jean-Philippe et moi, qui ont vécu encore longtemps, très longtemps. J'ai une patiente actuellement à qui on avait dit, il vous reste 3 mois, c'était il y a 6 ans. Donc, soyons prudents, ne répondons jamais à ça. En revanche, c'est vraiment un moment important où on peut écouter ce patient. Rester à l'écoute. Reformuler la question. Il n'y a plus rien à faire.
il n'y a plus rien à faire. Ah oui, il n'y a plus rien à faire, mais il y a toujours quelque chose à faire. Toujours repartir dans quelque chose de positif. Et comme j'enseigne toujours à mes internes, je leur dis toujours, il faut que quand le patient sort de la consultation, il ait le sourire. Il faut trouver le moyen, la clé, pour qu'en sortant, il ait le sourire. Qu'en sortant, il soit de nouveau dans une dynamique positive. Donc, restez à l'écoute. Alors, un petit mot, les conseils. Les patients, ils n'en peuvent plus, quoi. À chaque fois qu'ils rencontrent quelqu'un, un ami, un cousin, un voisin, c'est toujours, ils y vont tous de leurs conseils, quoi. Mange pas de sucre, mange pas de viande, mange pas de lait, mange pas de gluten. Ils en peuvent plus, quoi. Il leur reste plus que le riz complet, hein, comme disait David Servan-Schreiber. Non, arrêtez avec les conseils, écoutez les patients. Ils ont juste envie qu'on les écoute et puis ils ont aussi envie de rigoler aussi un peu de temps en temps. Donc, attention de toujours vouloir trouver la cause du cancer. Un patient qui vous dit « je sais pourquoi j'ai un cancer », là c'est passionnant, on va l'écouter, on va lui demander son avis. Et il va pouvoir nous dire ce qu'il ressent. Voilà, l'année dernière, j'étais licencié et ma femme m'a quitté la même année. Ah oui, c'est dur pour l'organisme, c'est dur pour le système immunitaire, ça on est bien d'accord. Mais nous, médecins oncologues, on sait très bien, les oncologues comme les médecins de support, que son cancer, par exemple, de la prostate, il l'avait depuis des années et des années. Simplement, peut-être qu'effectivement, il y a eu une poussée à ce moment-là parce qu'il y a eu un choc émotionnel. Et l'essentiel dans tout ça, c'est pas d'être sûr et de connaître la cause. L'essentiel, c'est que le patient puisse lui dire ses causes, ses raisons, et qu'il puisse exprimer ce qu'il a sur son ressenti. Donc, surtout, bien redire au patient que le cancer, ce n'est pas une punition. Personne n'a voulu qu'il ait un cancer. Et beaucoup de mes patients me disent, je comprends pas, mon voisin de chambre, il continue de fumer, il continue de boire, et il n'a pas rechuté, et moi j'ai rechuté. Ah oui, c'est pas une punition, le cancer. Alors, quel médicament on va donner en homéopathie au moment de l'annonce? Ça, c'est quand même une question qui est intéressante. Qu'est-ce que je vais prescrire comme médicament au moment de l'annonce? Alors, ça peut être un médicament. Là, vous voyez sur le dessin, c'est même peut-être plusieurs médicaments qu'on va être obligé de donner parce qu'on est compliqués, nous autres, les êtres humains. Hein. On a des fois des sentiments qui sont un petit peu différents et qui se contredisent. Mais qu'est-ce que je vais donner comme médicament? Alors, on a posé la question à la CISO, aux experts de la CISO, on leur a dit, voilà, quel protocole que pourrait donner chaque médecin lorsqu'il a un patient qui vient au moment de l'annonce et qui ne va pas bien. Eh bien, la réponse de la CISO, la réponse des experts, au niveau de la recommandation pour l'annonce, a été de dire, pas de traitement homéopathique type, vous l'avez compris, il faut individualiser le traitement. Ce n'est pas possible de vous dire que pour tous les patients, on va donner la même chose, puisque chacun d'entre nous, nous allons réagir différemment face à l'annonce du cancer. On va forcément réagir différemment. Donc, une consultation homéopathique individualisée est indispensable. Donc, raté pour la recommandation. Alors, il y a quand même quelques pistes que je peux vous donner. Ça, c'est la liste des médicaments les plus fréquents qu'on utilise au moment de l'annonce. On va les voir les uns après les autres. Alors, le premier, arnica. Bah oui, arnica, parce que les patients, ils vous disent, pour moi, ça a été un coup de marteau sur la tête. Hein. Donc, le choc émotionnel va provoquer des micro-lésions au niveau du cerveau, exactement comme un choc physique traumatique. Et pour ces bleus de l'âme, il faut penser à arnica, tout simplement. Donc, un patient qui évoque son cancer comme étant un traumatisme, quelque chose de douloureux, quelque chose qui lui a fait mal, il se réveille le matin courbaturé tellement il est choqué par ce qu'il a été par l'annonce. Je suis encore choqué, je suis encore sous le choc. Là, c'est arnica. Et arnica, un symptôme clé en homéopathie, c'est qu'il ne veut pas qu'on le touche, il ne veut pas qu'on l'aide. Non, mais c'est pas la peine de m'examiner. Non, mais je vais très bien, laissez-moi. Ça, c'est arnica. Tafisagria, c'est très, très fréquent, je le prescris, parce que c'est vraiment le médicament de la contrariété et c'est quand même très, très contrariant d'avoir un sentiment d'injustice, surtout. Hein. Beaucoup de patients l'expriment. Hein. Pourquoi moi? J'ai rien fait de mal. J'ai allaité tous mes enfants, je mange bio, je fais du sport, je prends ma vitamine D, je ne suis pas en surpoids, tout se passe bien dans ma vie, j'ai un travail que j'aime, un mari que j'aime, et j'ai un cancer du sein. Pourquoi moi? C'est pas juste. Ben oui, la maladie n'est pas juste. La maladie n'est pas juste. Donc ce sentiment de contrariété très très fort,
ça va être effectivement Staphylococcus agria qui sera le grand médicament homéopathique pour accompagner. Ignatia, c'est un médicament qui correspond à ces gens qui expriment leur anxiété par des nœuds, un nœud à la gorge, un nœud à l'estomac, un nœud à l'anus même. C'est vraiment tous les plexus qui sont fermés, qui sont bloqués. Et c'est souvent des patientes ou des patients qui commencent la consultation en pleurant, puis vous leur dites un petit truc et ils se mettent à rigoler, alors, et puis ils repleurent, puis ils rigolent, et puis ils repleurent, le rire aux larmes, comme ça. Ce sont des gens très sensibles, très très sensibles, et qu'il faut accompagner avec notamment Ignatia. Ignatia, c'est un médicament qu'on donne en homéopathie dans les deuils. Lorsqu'il y a un deuil difficile à vivre, on prescrit de l'Ignatia. Eh bien, le cancer, c'est très souvent vécu comme un deuil. C'est le deuil de la bonne santé, en tout cas, et c'est aussi l'amorce d'un seul coup, là, le deuil de la vulnérabilité. C'est l'immortalité qui en prend un coup. D'un seul coup, on se sent mortel, et c'est un changement de condition très souvent. Gelsemium, lui c'est le tracker. Il a toujours eu le trac. Il a toujours eu peur de ce qu'il ne connaissait pas. Donc, forcément, vous lui annoncez qu'il va faire un PET scan. Qu'est-ce que c'est le PET scan? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui va m'arriver, etc. Il y a beaucoup moins de cas de Gelsemium maintenant depuis qu'on a des infirmières d'annonce. Parce que Gelsemium, si on lui montre les endroits, si l'infirmière d'annonce lui montre l'appareil où il fera la radiothérapie, ben, la veille de la radiothérapie, il dormira bien parce qu'il sait où il va. Donc, Gelsemium, il faut l'accompagner en lui montrant les choses. Et les infirmières d'annonce, elles ont fait un travail magnifique et je prescris beaucoup moins Gelsemium en ce moment. Sepia, c'est cette femme qui est toute refermée sur elle, peut-être un homme aussi, et qui voit tout en noir. Et c'est le grand médicament en homéopathie qu'on utilise notamment dans les hypoœstrogénies, donc au moment de la ménopause, mais aussi au moment de l'hormonothérapie. Elle essaye de tout contrôler. Toute sa vie, elle a tout contrôlé. Et là, paf, le cancer, là, elle ne peut pas contrôler. C'est incontrôlable et c'est compliqué pour ses clients. Arsenicum album, c'est le grand angoissé. Alors lui, il a toujours eu peur toute sa vie de la mort. Alors là, évidemment, on lui annonce qu'il a un cancer, ça ne va pas le faire. Mais il y a une chose qui rassure Arsenicum album, c'est l'ordre. Donc si vous lui faites un bon plan personnalisé de soins, vous lui dites tel jour, telle heure, tel médicament, tel traitement, tel protocole, ça le rassure. Si l'oncologue est bien organisé, tout est bien planifié, il va être à l'aise. Nux vomica, alors lui, il est en pétard parce que c'est la colère. Mais la colère exprimée, contrairement à Staphylococcus agria qui garde la colère à l'intérieur, Nux vomica, lui, il va l'exprimer, la colère. Cet abruti de médecin généraliste, ça fait des années que je lui demande un PSA. Il ne l'a jamais fait parce qu'il m'a dit que ce n'était pas recommandé. Et maintenant, je fais mon PSA pour mon assurance parce que je fais une nouvelle entreprise. Et toc, il est à 30, on me dit qu'on ne peut même plus m'opérer. Voilà. Nux vomica, la colère. La colère exprimée, la colère contre le cancer. Donc, on écoute sa colère. On sait que ce n'est pas contre nous, que c'est contre sa maladie, mais il faut savoir écouter aussi les colères des patients. Et on prescrit Nux vomica. Voilà, quelques exemples. Bien sûr, il y a d'autres médicaments, mais ça, c'est parmi les médicaments les plus fréquents. Les recommandations en chirurgie, ils sont très simples. Arnica, ça reste le médicament principal. C'est un traumatisme. En chirurgie, bien sûr, le patient n'a pas mal parce qu'il est endormi, heureusement. Mais pour le corps, c'est un traumatisme. Et donc, Arnica sera prescrit systématiquement après chaque chirurgie. On peut également donner Bellis perennis. Bellis perennis, alors Arnica, après une opération ou une biopsie. Et Bellis perennis, c'est la pâquerette. La pâquerette, on dit que c'est l'arnica du sein. Donc, tous les traumatismes du sein, toutes les chirurgies du sein pourront bénéficier de Bellis perennis. Enfin, il y a une troisième plante que je vous recommande, c'est l'Edum palustre, qui est un médicament qu'on va prescrire après chaque piqûre, les suites de piqûres, les suites de morsures. Et donc, on va retrouver ça dans les suites de biopsie. Les gens qui vont vous dire, depuis la biopsie, j'ai mal supporté cette biopsie, j'ai encore mal. Ça, c'est l'Edum palustre. Les gens qui vous disent après la solio, je ne comprends pas, je ne me sens pas bien, là où j'ai les points de trocard, j'ai encore mal, c'est l'Edum palustre. Pendant la chimiothérapie, de quoi souffrent le plus les patients? On l'a vu tout à l'heure, donc vous vous en souvenez, la fatigue. La fatigue, il y a eu une recommandation de la CISO, une recommandation parce que je pense qu'effectivement, c'est très fiable. On peut tenir compte de cette recommandation. C'est l'acide phosphorique qu'on va utiliser donc sous forme de dose, 5, 7, 9, 15, 30, une dose par jour pendant 5 jours. Donc ça, c'est un traitement qui nous a donné vraiment, qui nous donne toujours de très très bons résultats qu'on peut utiliser. Et moi, je refais cette série de 5 jours tous les 10 jours. Donc 5 jours de traitement, 5 jours d'arrêt, 5 jours de traitement, 5 jours d'arrêt, jusqu'à ce que le patient aille mieux. Donc avec ce protocole, on règle beaucoup, beaucoup de fatigue. Et quel est le deuxième symptôme des patients en cours de chimiothérapie?
Ça, en général, quand je pose cette question, j'ai peu de bonnes réponses. Le deuxième symptôme, contrairement à ce qu'on croit, c'est l'insomnie, les troubles du sommeil. Les troubles du sommeil sont vraiment très, très fréquents et on n'en parle pas parce que souvent, on ne pose pas la question au patient. Et donc, le patient, il n'ose pas trop parler de ses problèmes de sommeil. Et puis, s'il en parle, on lui dit, bah oui, mais c'est normal, vous avez des soucis avec votre cancer et tout ça. Non, non, non. On va voir pourquoi il a des troubles du sommeil tout à l'heure. Troisième, c'est la douleur. Quatrième, c'est étonnant, c'est la sécheresse buccale. Là aussi, on n'en parle pas assez. On ne parle pas assez de ce symptôme qui pourtant est très, très embêtant, qui arrive en quatrième position. Les neuropathies périphériques, ça, effectivement, c'est fréquent. Les troubles de l'appétit, un patient qui n'a plus faim. Nous qui avons faim tous les jours au repas, on ne se rend pas compte de la souffrance que ça représente de se mettre à table et de ne pas avoir faim. C'est terrible. L'anxiété, la tristesse, la constipation. Et c'est seulement en dixième position qu'on arrive avec les nausées, grâce à tous les traitements modernes antiémétiques qui existent, que ce soit les cétrons, que ce soit la l'aprepitant. Tous ces médicaments ont quand même bien amélioré la prise en charge des nausées. Donc les troubles du sommeil, on les met en corrélation avec d'autres symptômes. Une corrélation positive avec la dépression, la douleur, la fatigue, la qualité de vie. Pourquoi il y a cette corrélation positive? Parce que, en fait, c'est le même mécanisme. Le même mécanisme pour les troubles de la mémoire, pour les pertes d'appétit, pour les nausées. Le mécanisme qui est en jeu là-dedans, c'est la chimiotoxicité cérébrale. Et donc, il va falloir essayer au maximum, avec toutes les techniques qu'on peut utiliser en médecine intégrative, en oncologie intégrative, de protéger le cerveau au moment des chimiothérapies. Donc ça, c'est à mon sens vraiment un gros travail qu'on a à faire pour demain, car je crois que c'est vraiment la cause de beaucoup d'effets secondaires précoces, mais aussi tardifs. On sait tous qu'on est obligé de prolonger des arrêts de travail des patients parce qu'ils ne retrouvent pas leur faculté amnésique, ils ne retrouvent pas leur énergie avant plusieurs mois après une chimiothérapie. Donc, il faut essayer de diminuer cette inflammation cérébrale. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas apporter d'anti-TNF-alpha, d'anti-interleukine, d'anti-interleukine 1 ou 6, parce qu'on a besoin de ces molécules pour détruire le cancer. Donc, on est un petit peu embêté. Il faudrait pouvoir trouver vraiment une protection uniquement du cerveau. Là, il y a encore de gros travaux à faire. Sur le plan homéopathique, j'ai beaucoup réfléchi à la question. Moi, je prescris ça à tous mes patients en cours de chimiothérapie. De la belladone et du phosphore, parce que ce sont deux médicaments qui ont une action anti-inflammatoire au niveau du cerveau. Et je rajoute de l'organothérapie, cortex cérébral et nerfs, pour vraiment signifier à l'organisme que c'est vraiment ces organes-là qu'on essaye de protéger. Donc, protéger le tissu nerveux, surtout avec certaines chimiothérapies, comme les taxanes, comme les anthracyclines, comme les sels de platine, par exemple. Donc, ça, c'est un protocole que je propose donc aux patients en cours de chimiothérapie. Ça ne fait pas tout. C'est insuffisant. Et donc, je pense que les voies de recherche sont encore ouvertes. Ça améliore un peu les patients, mais ce n'est pas suffisant. Donc, je pense qu'il y a vraiment encore d'autres choses qu'il faut qu'on trouve. Les fameuses nausées, parce qu'on dit toujours l'homéopathie, c'est pour les nausées. Donc, c'est vrai, ça marche, ça fonctionne, mais pas chez tout le monde. Pas chez tout le monde. Donc, Nux Vomica ne va pas fonctionner chez tout le monde. Nux Vomica va peut-être améliorer la moitié des patients, la moitié des nausées chez les patients, mais pas chez tous les patients. Il faut que ce soit un patient qui réponde bien à Nux Vomica. Et s'il ne répond pas bien à Nux Vomica, la recommandation de la CISO, en deuxième ligne, c'est d'utiliser IPK. IPK agit plus sur les nausées d'origine centrale que Nux Vomica est plus sur les nausées d'origine digestive. Et la différence, on va le voir, se situe au niveau de la langue. Ignacia est un bon médicament de nausée d'anticipation, donc ça c'est important. Et alors surtout, rappelez-vous de colchicum, qui est la colchique, la colchique des prés, qu'on utilise, la colchique automnale, qu'on utilise pour les nausées aux odeurs. Et ça, c'est quand même un symptôme qu'on retrouve fréquemment avec les chimiothérapies. Ces patients qui vous disent rien que de sentir les odeurs de cuisine dans le service d'oncologie, ça me donne envie de gerber, c'est horrible. Donc, très sensibilité aux odeurs, très forte sensibilité aux odeurs, c'est toujours colchicum. Donc, on regarde la langue. Ça, c'est une première chose que Jean-Philippe a appris en cancérologie homéopathique, c'est l'inspection de la langue. Une langue chargée comme ça, c'est une langue qui est typiquement Nux Vomica. C'est une langue avec des troubles digestifs, c'est une langue, il faut aider le côté digestif. En revanche, c'est toujours des patients qui sont en chimio, là, que je vous montre avec leur langue. Cette langue toute propre alors que le patient est en pleine chimio, c'est IPK. Et quand la langue est vraiment, vraiment avec un gros enduit crémeux, pure crème de Normandie, là, on peut suspecter bien sûr une candidose, mais c'est aussi antimonium crudum qu'il faudra prescrire. Et moi, je rajoute Monielia albicans
pour antidoter aussi le risque de mycose, de candida mycose. Donc là, on peut aussi proposer aux patients de se laver la langue avec un peu de bicarbonate, ça ne lui fera pas de mal. Alors la phytohoméopathie, un tout petit mot, parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui connaissent bien la phytothérapie. Je voulais aussi vous présenter comment moi j'utilise la phytothérapie en homéopathie. J'utilise en dilution 10 puissance moins 8, c'est-à-dire en 4 CH, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interaction avec les cytochromes hépatiques, car vous savez que beaucoup de plantes sont contre-indiquées actuellement avec la chimiothérapie. Et donc, vous allez pouvoir utiliser les plantes que vous auriez envie de donner à vos patients, vous l'utilisez en 4 CH. D'abord, ça coûtera moins cher aux patients, et puis en plus, ça, dans mon expérience, ce sera tout aussi efficace. Alors, la kélidoine, pour commencer, si vous voulez faire travailler la vésicule biliaire, ça fonctionne très très bien en basse dilution. On a aussi tout simplement le pissenlit. Alors, le pissenlit, contrairement à son nom, c'est une plante qui est hépatotrope, c'est une plante qui agit beaucoup sur le foie, plus que sur les reins, même si elle s'appelle pissenlit. Eh bien, décapation, une insuffisance hépatique, tendance à l'ictère, taraxacum officinale sera très intéressant dans son cas. Le chardon-marie, vous savez, qui est contre-indiqué avec beaucoup de chimiothérapie, notamment avec les thérapies ciblées, parce que ça interagit avec le cytochrome CYP3 à 4, qui est utilisé par beaucoup de thérapies ciblées. Donc attention au chardon-marie pendant les chimios, c'est à éviter, de même que vous le savez, le millepertuis. Et alors on peut l'utiliser en revanche en 4 CH pour drainer le foie chez ces patients qui ont une bouche amère, qui vous disent j'ai beaucoup d'amertume dans la bouche. Solidago, c'est intéressant cette plante parce qu'elle est à la fois, elle soutient la fonction rénale et la fonction hépatique. Donc c'est une plante qui est vraiment intéressante et que j'associe souvent à Berberis, qui a également les mêmes propriétés de soutien à la fois hépatique et rénal. Donc Berberis et Solidago, ce sont deux plantes que vous pourriez très très bien prescrire 2 granules de chaque tube, par exemple, 3 fois par jour, 2 jours avant la chimiothérapie pour préparer le foie et le rein, et les 3 jours qui suivent la chimiothérapie, par exemple. Ça permet vraiment à l'organisme de se bien, au métabolisme, de bien fonctionner, de façon à bien s'améliorer. Et puis alors, il y a ce nouveau médicament Okubaka, qui est une plante, une écorce d'arbre africaine, qui est utilisée beaucoup en Allemagne pendant les chimiothérapies. Ils en ont fait des petits comprimés, d'ailleurs, d'Okubaka. Nous, on l'utilise en 4 CH en France. Et comme le dit cette image, cette illustration allemande, salut tout le monde, on peut y aller. Le gars, il arrive dans sa salle de chimiothérapie tout à fait confiant parce qu'il sait qu'il a pris Okubaka. Donc, Okubaka, c'est une plante qui est utilisée en Afrique lorsque les gens ont souffert d'un empoisonnement ou ils ont été contaminés par quelque chose. Et donc, c'est beaucoup utilisé par les médecins traditionnels africains pour traiter les toxi-infections alimentaires ou les empoisonnements. On change un petit peu de registre. Quelques médicaments qu'il faut connaître, qui sont dans les recommandations de la CISO, les médicaments des fissures, par exemple. Ces fissures des extrémités, quand on voit un patient arriver comme ça, on sait d'avance quelle chimiothérapie il prend. Il prend de la capecitabine, c'est-à-dire le Xeloda. Il favorise les fissures, notamment en hiver avec le froid. Les médicaments princeps de cela, c'est pétroléum, parce que les travailleurs qui sont dans le pétrole, les garagistes, etc., pour garder leurs mains, ils ont également des fissures comme ça, et le pétroléum agit très bien pour soigner ces fissures, ainsi que la pommade castor écuit. Pommade castor écuit que certains connaissent peut-être pour l'utilisation, pour les fissures au niveau du mamelon chez les femmes qui allaitent. Eh bien, ça marche très bien aussi pour les fissures liées, provoquées par la capecitabine. Pommade castor écuit en teinture mère, 4%. Les onychodystrophies, évidemment, il ne faut pas attendre que l'ongle soit comme ça pour le traiter avec de l'homéopathie, mais on a de bons résultats en préventif, notamment avec le Taxol, avec Antimonium crudum. Et le symptôme clé, c'est les gens qui vous disent « je commence à avoir mal sous les ongles ». Donc, c'est la douleur sous les ongles, elle est soulagée très rapidement avec Antimonium crudum. Pendant la radiothérapie, toujours la pommade au calendula, qui a fait l'objet d'une étude, je vous la montrerai tout à l'heure, et bien sûr 2 médicaments importants qui sont rayon X et radium bromatum. Un le matin, un le soir, chaque jour de radiothérapie. Avec ça, on protège bien aussi de la fatigue induite par les rayons, notamment. La pommade au calendula, qui a fait l'objet d'une étude de phase 3 à Lyon par un ancien collègue de Jean-Philippe, le docteur Pommier, et qui a montré sa supériorité à l'époque sur le médicament de référence qui était trolamine, c'est-à-dire la biafine. Un petit mot sur l'hormonothérapie, rapidement, parce que je ne vais pas dépasser trop mon temps.
Il y a trois sortes d'hormonothérapie qui existent, notamment dans le cancer du sein. Il y a ceux qui protègent les récepteurs aux œstrogènes, qui vient empêcher que les œstrogènes les stimulent, un peu comme une sorte de couvercle, de parapluie qui se met sur les récepteurs, c'est le tamoxifène. Donc on peut donner aux femmes ménopausées ou aux femmes non ménopausées. Donc cette image du parapluie, la pluie, ça représente un peu les œstrogènes, et la tête du monsieur, c'est le récepteur aux œstrogènes qui est protégé. Voilà, le tamoxifène, il fait un peu ce travail-là. Donc on comprend pourquoi c'est pas toujours une thérapie qui marche tout le temps, parce que sous la pluie, même avec un parapluie, parfois on se fait un petit peu mouillé. Et la façon la plus simple de ne pas être mouillé quand on est sous la pluie, c'est que la pluie s'arrête. Et c'est pour ça qu'on prescrit aux femmes qui sont ménopausées des anti-aromatases pour couper complètement la production d'œstrogènes. Et donc, il y a trois sortes d'anti-aromatases dans le commerce actuellement qui existent. Et c'est utilisé uniquement chez les femmes ménopausées, puisque l'aromatase permet la transformation des androgènes en œstrogènes par les tissus sous-cutanés et les glandes surrénales. La troisième hormonothérapie qui existe, c'est le Faslodex, le fulvestrant, qui lui détruit les récepteurs aux œstrogènes, un petit peu comme cette boule qui détruit les quilles. Et donc, ça permet de supprimer les récepteurs. Donc, même s'il y a encore des œstrogènes qui circulent, ils ne pourront plus ou difficilement stimuler la cellule cancéreuse puisque les récepteurs ne seront plus présents. Donc, face à cette hormonothérapie, nous sommes souvent confrontés devant les douleurs musculo-squelettiques, notamment les douleurs articulaires des extrémités, des mains et des pieds. Et pour ça, on s'est posé bien sûr la question à la CISO, quels médicaments on pouvait utiliser. On s'est basé sur l'étude qui a été faite par Jean-Claude Carpe à Reims, sur une étude qui était une étude ouverte, c'est une étude qu'on appelle préliminaire, une étude observationnelle, où on a comparé 20 patients qui étaient sous anti-aromatase avec un traitement de support homéopathique et 20% qui étaient sous anti-aromatase sans traitement de support homéopathique. Et on s'est rendu compte que dans le groupe traité par homéopathie, avec rustoxicodendron et ruta, il y avait une amélioration statistiquement significative des douleurs. Donc, nous recommandons à la CISO de prescrire effectivement Rustox et Ruta dès que les patientes commencent une hormonothérapie, notamment par anti-aromatase, puisque ce sont celles qui donnent le plus de douleurs articulaires. On rajoute Sepia tous les dimanches, puisque Sepia, je vous l'avais dit, est le médicament qu'on donne dans les hypoœstrogénies, et donc les patientes qui sont sous anti-aromatase ne sont pas en hypoœstrogénie, elles sont en zéro œstrogénie, puisqu'il n'y a plus d'œstrogène qui circule. Et Sepia va beaucoup les aider pour les symptômes liés à cette carence en œstrogène, notamment les symptômes psychiques, les symptômes aussi de sécheresse cutanée, de sécheresse vaginale par exemple, et de libido. Je vais terminer avec quelques cas cliniques. Le premier, c'est une patiente de Jean-Philippe. C'est une patiente qui vient voir Jean-Philippe en consultation et qui lui dit écoutez, docteur, regardez mes pieds, regardez mes mains, qu'est-ce qu'on fait? Jean-Philippe lui dit oui, effectivement, c'est des lésions de grade 3, il faut arrêter la chimiothérapie. Et la patiente qui avait 88 ans, avec son bon sens alsacien et de paysanne, qui répond à Jean-Philippe, oui, mais si on arrête la chimiothérapie, je vais mourir. Et Jean-Philippe lui dit, effectivement, c'est embêtant d'arrêter la chimiothérapie, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire, dit la patiente. Alors Jean-Philippe dit, écoutez, docteur Bagot est dans le bureau à côté, allez le voir, il pourra peut-être faire quelque chose pour vous. Et donc, je reçois la patiente. Et effectivement, je constate qu'elle a encore des adénopathies métastatiques au niveau du cou et qu'effectivement, une chimiothérapie continue d'être nécessaire chez cette patiente. Et lorsque j'examine ses pieds, on s'aperçoit effectivement qu'on est face à des lésions de grade 3, ce qu'on appelle l'érythrodysesthésie palmoplantaire. Donc là, c'est l'érythrodysesthésie plantaire, avec les plantes des pieds très très rouges, des fourmillements, avec un œdème, avec des fissures, et la nécessité de faire une pause dans la chimiothérapie. Alors, en accord avec Jean-Philippe, qui m'a fait confiance, on a démarré un traitement homéopathique et Jean-Philippe a poursuivi le Xeloda à la demande de la patiente et je pense que c'était quelque chose qu'on pouvait tenter encore pendant quelques semaines. Et donc, je revois la patiente un mois après et on se rend compte que son pied, il n'y a plus de fissure, que le pied va beaucoup mieux, qu'il a désenflé, il est toujours encore un peu rouge, mais la patiente vient avec un grand sourire et vient surtout avec des chaussures, parce que la première fois, elle est venue avec des savates, parce qu'elle ne pouvait pas mettre ses pieds dans les chaussures. Et on a continué le traitement. Alors, le traitement homéopathique, je ne voulais pas marquer. J'ai prescrit en fait du pétroléum, ce fameux pétroléum pour les fissures, et j'ai prescrit des granules de capecitabine, c'est-à-dire des granules de sa chimiothérapie à dose homéopathique
Là, on a traité par l'identique, hein, à la fois par le semblable avec pétroléum, mais aussi par l'identique avec capecitabine en 7CH. Et bien sûr, la pommade de calendula, cette fameuse pommade de calendula qui est très cicatrisante. Donc, je propose à la patiente de la revoir un mois plus tard pour voir comment ça se passe. Et là, on s'aperçoit que le pied va toujours bien, alors qu'elle continue la chimiothérapie. Le pied est encore un peu rouge, mais il lui fait pas mal. C'est l'essentiel. Et surtout, ce qui a été satisfaisant, c'est que ces métastases cervicales ont disparu. Elle a très bien répondu à la capecitabine. Et ça a permis à Jean-Philippe de faire une pause thérapeutique et d'arrêter pendant quelques temps la chimiothérapie. Donc la patiente était très contente et nous, on a vraiment compris l'intérêt de ce travail intégratif et l'intérêt de pouvoir associer la chimiothérapie avec un traitement de support, en l'occurrence là homéopathique, mais ça aurait pu être un autre traitement de support. Un deuxième cas clinique, un cancer du rein métastatique. Vous savez que les cancers du rein ne réagissent quasiment pas à la chimiothérapie ou très difficilement. C'est pour ça qu'on était très content dans les années 2005 de voir arriver les thérapies ciblées qui ont donné de très très bons résultats. Et c'est ce qu'on appelle les antityrosine kinases. Et à l'époque, il n'y en avait qu'une seule pour le cancer du rein, c'était le Nexavar, le sorafenib. Et le Nexavar donnait des effets secondaires cutanés très importants. Et ce patient est venu me voir avec un état dépressif, c'était le motif de la consultation, un état dépressif. Il était déprimé parce qu'en fait, son oncologue lui avait annoncé qu'il fallait arrêter la thérapie ciblée parce qu'il avait des lésions de grade 3. Effectivement, ses pieds étaient très abîmés avec des cloques, des vésicules sous les pieds qui rendaient la marche très douloureuse et qui contre-indiquaient la poursuite du traitement. Alors, en accord avec l'oncologue, je proposais d'associer un traitement homéopathique et de poursuivre encore un peu le Nexavar pour voir s'il le supporterait avec le traitement homéopathique. C'est ce que nous avons fait. Donc, je lui ai prescrit à ce patient, en fait, du Cantaris. La Cantaride, c'est une petite mouche qui donne, lorsqu'elle pique, ce genre de vésicule. C'est le grand médicament des flictènes, Cantaris. Donc, je lui ai prescrit du Cantaris en 7CH et puis, bien sûr, du sorafenib à dose homéopathique également en 7CH. Et donc, j'ai revu ce patient au bout d'un mois. Donc, alors qu'il a continué le Nexavar, on voit que ses vésicules sont en train de s'assécher. Et 2 mois après, les vésicules ont complètement disparu. Et le patient a pu continuer de prendre le Nexavar, qui était pour lui un traitement vital, puisqu'il avait des adénopathies métastatiques au niveau cervical qui étaient visibles et très impressionnantes, et qui disparaissaient sous Nexavar et qui réapparaissaient dès qu'il arrêtait le Nexavar. Donc, ce patient a pu continuer sa thérapie ciblée. Alors, c'était peut-être un coup de chance, mais peu de temps après, j'ai eu un patient avec un hépatocarcinome également traité par Nexavar. Je lui ai donné le même protocole avec Cantaris et sorafenib en 7CH. Et on a vu ces flictènes qui ont disparu progressivement et ces doigts qui se sont asséchés. Donc, le Nexavar a pu être continué. Enfin, une patiente qui venait de Lorraine, qui venait d'assez loin, donc je voyais que 3 mois en 3 mois, avec les mêmes lésions, vous voyez, liées au Nexavar, pour un hépatocarcinome également, avec un état général très, très altéré. Et le traitement homéopathique a fait beaucoup de bien, aussi bien sur les lésions, puisque vous voyez 3 mois ou 4 mois après, les lésions qui ont beaucoup diminué, quasiment disparu, mais l'état général de la patiente qui s'est amélioré également. Et encore 4 mois après, c'est-à-dire au bout de 8 mois, vous voyez, les pieds sont encore un petit peu rouges, mais elle peut continuer son traitement et elle n'a plus que comme symptôme la fatigue. Et pour la fatigue, je lui ai prescrit donc le protocole anti-fatigue avec phosphoricum acidum. Les thérapies ciblées, les anti-récepteurs de facteurs de croissance épithéliaux, les premiers traitements qu'on avait dans le cancer du poumon, qui étaient le Tarceva notamment, donnaient beaucoup de folliculite, hein, donc beaucoup ce n'est pas de l'acné, mais c'est une infection de la peau qui ressemble à l'acné, qui est beaucoup améliorée aujourd'hui par la prise de doxycycline. Donc, de toute façon, il faut prendre la doxycycline lorsque ça apparaît. Mais à l'époque, on n'avait pas encore cette connaissance de la doxycycline et l'utilisation de Rustox en homéopathie et de la thérapie ciblée à dose homéopathique chez cette patiente, notamment en un mois, a permis complètement de faire disparaître la folliculite et à cette patiente d'avoir une qualité améliorée parce qu'elle avait quand même son visage qui n'était pas abîmé. Alors aujourd'hui, les médicaments, les nouvelles générations de thérapies ciblées se sont améliorées, il y a moins de folliculite et on a moins besoin de ces traitements, mais enfin, ça peut arriver encore que les patients soient sous Tarceva et on est content de les avoir. Alors en conclusion, avant qu'on puisse démarrer quelques questions,
moi, ce qui m'importe, c'est ça. C'est le développement comme ça du self-empowerment. Alors, qu'est-ce que c'est que le self-empowerment? C'est les capacités personnelles de guérison du patient. Et je crois vraiment que c'est ce que fait l'homéopathie, mais c'est ce que fait aussi l'homéopathe, et c'est ce que vous allez faire également demain, enfin lundi, quand vous verrez un patient. Je crois qu'il faut toujours que le patient reparte de votre consultation rechargé, avec de nouveau en lui cette volonté, cette joie de vivre et ce bonheur qui fait qu'il va surmonter sa condition physique et qu'il va pouvoir transcender son état. Il va de nouveau avoir la force et l'envie de faire un peu de sport, de nouveau avoir la force et l'envie de s'occuper de lui, de s'habiller bien, de manger correctement. Et ça, c'est nous qui pouvons impulser ça. Impulser ça. Et c'est ce que les anglo-saxons appellent le self-empowerment. Alors, c'est pas facile à traduire, mais on va dire faculté personnelle de guérison, comme c'est qu'on peut le traduire peut-être. Il faut que le parcours de soins soit personnalisé. Chaque patient est différent. Donc, un patient hier, une patiente ne supportait plus les piqûres parce qu'elle en a eu pendant 3 mois pour des phlébites. Et quand je lui ai parlé d'acupuncture, elle a hurlé. Et donc, on a vite changé de sujet. Donc, on n'a pas fait d'acupuncture chez elle. Et donc, on va l'envoyer à ce moment-là chez la réflexologue plantaire, par exemple. Il faut choisir les soins qui sont le plus adaptés à chaque patient. Et ça, c'est un peu le rôle du médecin coordinateur de pouvoir un petit peu proposer le meilleur soin pour le patient. Il faut que cette prise en charge soit multidisciplinaire. Jean-Philippe à Strasbourg avait créé à l'époque la première RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire de soins de support. C'est la première en France et c'est Jean-Philippe qui l'avait créée. Elle existe toujours, elle continue de fonctionner. Et on se réunit une fois par mois pour discuter des cas compliqués et des personnes qui nécessitent, qui sont limites. Est-ce qu'on continue ou pas la chimiothérapie? À ce moment-là, il y en a un qui dit écoutez, moi je vous propose de la prendre en charge sur le plan de ces troubles neurologiques, par exemple, et puis on essaye de continuer encore un peu la chimiothérapie, etc. Donc, c'est très intéressant puisque ça apprend aux oncologues les possibilités de certaines médecines complémentaires qu'ils ne connaissaient pas et ça apprend aux médecins des médecines complémentaires le raisonnement de l'oncologue face au cancer et ce qui est très important, ce partage d'expérience. Il faut évidemment que le parcours de soins soit sécurisé. Ça, c'est toutes les techniques que vous utiliserez. Il faut que ce soit des techniques qui soient sécures. Il n'est pas question d'occasionner des effets secondaires, de prendre des risques avec les patients pour montrer que ce qu'on fait, ça marche. On s'en fiche complètement de savoir si ça marche. Tout ce qui nous intéresse, c'est que le patient aille mieux. Donc attention, sécurité dans le parcours de soins, qualité des soins, formation des soignants pour être toujours à la pointe de ce qu'on fait. Alors, toujours fondé sur la science le plus possible. Alors, on n'a pas toujours accès à la science. Il y a des domaines dans lesquels les recherches ne sont pas suffisamment, mais dès qu'il y a des publications qui existent dans votre spécialité, lisez-le, regardez ce qui existe, regardez ce qui se fait, parce qu'il y a de plus en plus maintenant de parutions d'articles sur des techniques différentes qu'on utilise en oncologie intégrative. Donc, il faut toujours se fonder sur ce qui a été publié sur la science. Un bénéfice pour les proches aussi. Les proches vont mieux, le patient va mieux, les proches vont mieux et tout le monde repart avec le sourire. C'est comme ça. Et quand vous avez des accompagnants qui viennent avec le patient, pensez toujours à remercier l'accompagnant d'être venu. Toujours leur dire merci d'être venu, merci de l'avoir accompagné. Vous verrez comme ils seront bouleversés quand vous leur direz ça. Et puis l'équipe soignante. L'équipe soignante, elle va mieux aussi. Toute l'équipe d'hôpital de jour de soins intégratifs avec laquelle je travaille, quand on se retrouve le vendredi matin, on a tous le sourire. Et le soir, quand on se quitte, on a le sourire aussi. Je veux dire, c'est une dynamique très intéressante. Si on fait les séances de méditation pleine conscience, on les fait tous ensemble avec les patients, les soignants et les patients. Je peux vous dire qu'après, on est tous rechargés pour la journée. Donc, il faut l'oncologie intégrative, dans le principe intégratif, il faut aussi que les soignants s'occupent de leur santé. Il faut aussi penser à la santé des soignants. Donc, ça ne sert à rien de dire à quelqu'un de faire du sport si soi-même on n'est pas fichu d'aller faire un footing, d'aller faire un tour en vélo ou d'aller un peu nager. Donc, il faut vraiment essayer de s'occuper aussi de son corps, de sa santé, et ça va transparaître avec le patient.
Et pour finir, cette gentille patiente qui me dit à chaque fois, docteur, montrez-moi en photo quand vous faites une conférence, parce qu'elle est très contente de l'homéopathie et des soins de support. Elle a eu 115 cures de chimiothérapie, elle était traitée par Emmanuel, Jean-Philippe, et donc elle est 92 ans, elle va très bien, et vous voyez, 2 ans après, elle va beaucoup mieux que moi qui ai pris 2 ans de coups de vieux, elle est toujours pareille, et elle vous souhaite vraiment le meilleur. Elle est très contente de vous dire un petit coucou. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup de votre attention.